Bonjour à tous, bienvenue dans le Social Gone Show, votre émission consacrée à l'actualité de l'Olympique lyonnais. Tout d'abord, merci à Baptiste d'avoir assuré cet intérim durant quelques émissions. Je suis maintenant de retour pour reprendre les commandes. J'espère que vous êtes prêts d'ailleurs, car le programme est très chargé aujourd'hui. On parlera du match nul concédé par les Lyonnais hier soir face au LOSC au Groupama Stadium, de la liste de l'équipe de France pour la prochaine Coupe du Monde féminine, avec évidemment la présence de plusieurs joueuses du club, et également un petit mot des trophées UNFP qui ont été dévoilés la semaine dernière. Commençons directement avec un retour sur le match nul de nos Lyonnais hier soir, un but partout, je le disais, au Groupama Stadium. L'Olympique lyonnais a donc perdu 2 nouveaux points dans ce sprint final. Alors qu'il menait 1-0 à la pause, les Lillois sont revenus dans la partie et ont obtenu le point du match nul. Une mauvaise opération au niveau comptable, puisque les Stéphanois reviennent à seulement 1 point des Lyonnais au classement. Martin Terrier et Léo Dubois ont été les buteurs du match. Alors, Alain, est-ce 2 points perdus ou un résultat logique pour toi ? Non, c'est un résultat plutôt logique sur la physionomie du match. Les 2 points, on pouvait aller les chercher, mais ça aurait pu se ressembler, je pense, à un hold-up, en tout cas un résultat un petit peu flatteur par rapport à ce qu'on a vu. Après, c'est vrai que le vrai problème, c'est plutôt ce qui se passe derrière maintenant, puisque de toute façon, la deuxième place, c'est mort. On y viendra juste après. Ouais. Donc pour moi, non, c'est un résultat. J'ai envie de dire que c'est le meilleur résultat qu'on pouvait espérer hier, quoi. Je pense que Lille, s'ils avaient vraiment forcé, ils avaient même la possibilité de gagner ce match. Donc voilà. Alors justement, on vous a posé, nous, la question sur Twitter. Est-ce 2 nouveaux points de perdus ou un résultat logique ? Eh bien, vous êtes 54% à penser que l'Olympique lyonnais hier a perdu 2 nouveaux points sur 312 votes. Émile, pour toi, même question. Est-ce 2 points de perdus ou un résultat logique compte tenu de la physionomie du match ? Non, exactement. Je pense la même chose. En début de match, en première mi-temps notamment, on pouvait penser que l'OL pouvait peut-être tenir les 3 points. Mais ça n'a vraiment pas tenu, et derrière à Lille, quand ils accélèrent, c'est très difficile à contenir. Et franchement, le match nul, c'était le mieux que l'OL pouvait espérer, en effet. Ouais. Valentin, toi, tu étais présent hier soir au match, vu que tu étais un bad gone, pardon. Qu'en as-tu pensé justement de celui-ci ? Moi, je pense que c'est plutôt 2 points de perdus. Parce que normalement, tous les matchs à domicile, on est censé les gagner. Et vu les petits quarts d'heure de coups de mou qu'on a eu, on s'est compliqué la tâche. Et je pense qu'on aurait pu aller chercher les 3 points si on avait vraiment joué toute la rencontre à fond. Parce que c'était pas un très très grand Lille qui avait face à nous et il y avait moyen de faire quelque chose. Quelle atmosphère régnait autour de ce match, toi qui as vécu celui-ci de l'intérieur ? Est-ce que les supporters ont été derrière l'équipe ? Oui, globalement, tout le monde a été derrière l'équipe. Après, hormis quelques sifflets à l'encontre de Bruno Genesio lors de la compo, il y a eu des encouragements, tous les joueurs ont été soutenus. Hormis à l'encontre de Bertrand Traoré, qui, pour certains autour de moi, ont jugé qu'il a fait un match catastrophique. D'accord. Kim, du coup, pour toi, la 2e place est-elle définitivement abandonnée ? Je reste quand même optimiste. Ouais, on a perdu de précieux points hier soir. Mais mathématiquement parlant, pas encore l'affaire. Mais c'est vrai que là, va falloir quand même, je pense, assurer la 3e place. Et puis, croiser les doigts que Lille rate son parcours à la fin. Mais juste pour revenir à ces 2 points perdus, parce qu'ils sont perdus, ces points. Et c'est des erreurs complètement débiles qu'on fait, et qui nous font perdre le match. Et je pense qu'on aurait pu largement avoir ces 3 points, parce que comme l'ont dit mes collègues, Lille n'était pas en grande forme hier soir. Après avoir détaillé un petit peu la prestation de ce match, on va maintenant se focaliser sur plusieurs cas individuels. On va s'attarder sur celui de Jason Denayer, qui est dans une mauvaise passe ces derniers temps, coupable d'un but à Bordeaux et également hier soir face à Lille. Globalement, il est plutôt décevant depuis sa prestation et son match au Camp Nou et avec ce penalty concédé face à Suarez. Hier soir, Marcelo a été plutôt supérieur aux Belges
Émile, ton avis sur cette question? Moi, je suis pas d'accord. Je trouve que c'est vraiment difficile d'imputer la défaite, notamment à Jason Denayer. Il fait une erreur, certes. Il ne faut pas oublier que toute la saison, le problème de défense, il est évident, parce que limite, l'OL joue avec un seul défenseur central. Marcelo, hier, il fait son meilleur match de la saison, je pense. Je n'ai pas en tête d'autres bons matchs de sa part. Jason Denayer, mine de rien, il est coupable évidemment sur le but, mais j'ai des statistiques, il fait 7 dégagements, il gagne 6 duels aériens. Voilà, c'est pas non plus catastrophique. Il est coupable, mais il fait quand même une saison de vrai patron pour sa première saison avec l'OL. Il était très attendu. Il tient la défense à bout de bras, puisque Marcelo est, on a toujours parlé, à un niveau catastrophique. Donc je trouve ça assez compliqué de tout le mettre sur le dos. Et si on veut revenir au Barça, il n'avait pas fait à l'aller, il a fait un super match. Et au match retour, c'était plus compliqué, mais si on parle du penalty, notamment sur Suarez, on va pas revenir sur le sujet, mais il n'y avait pas forcément faute. Donc il fait vraiment une très bonne saison, et je pense qu'il n'y a rien à lui mettre sur le dos. Alain, Jason Denayer est-il le maillon faible de ces derniers matchs? Moi, je trouve ça un petit peu dur aussi. Je pense que c'est vrai que Marcelo a fait un bon match hier, dimanche du moins, mais c'est vrai que Denayer a tenu la baraque quand même toute la saison. On est très content de cette recrue. Donc là, effectivement, il s'est trouvé sur l'action, mais je pense que le problème est plus profond. Il ne tient pas seulement à la charnière. Je trouve que c'est vraiment un problème plus global d'organisation de l'équipe qui fait que quand tu as un milieu aussi qui est aussi, je dirais aussi facilement perforable que le tandem en ce moment Ndombele-Aouar, et ben forcément l'adversaire se crée des occasions plus facilement. Ça fragilise forcément la défense. Je ne sais pas si vous avez vu passer cette stat hier là, qui dit que la défense cette saison c'est la plus faible en moyenne de buts encaissés depuis la relégation de l'OL en 83. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu. C'est énorme. Avec 1,4 buts d'encaissés par match. Même avec Bakary Koné, c'était pas comme ça. En match officiel, non mais c'est absolument hallucinant. Donc voilà. Un peu d'humour. Quand j'ai vu ça, les bras m'en sont tombés là, très franchement. Mais non, le problème pour moi, il est actuellement en tout cas sur l'organisation de l'équipe et sur. Donc pour toi. Qui est beaucoup trop latéral. Pour résumer, ça serait plus un problème de système en fait, de jouer avec deux milieux, voilà. Clairement. D'accord. Oui, totalement. Puis c'est pas récent quoi. Ce système-là actuel en 4-2-3-1, moi il m'emballe pas des masses. Donc et en plus il donne des résultats assez beaucoup trop irréguliers, je trouve. Donc maintenant c'est trop tard. On est au mois de mai, donc c'est plus le moment de faire des essais. D'autres organisations, mais cela dit, il va quand même falloir rassurer cette troisième place, parce que c'est pas fait. Donc voilà, mais sur Denayer, non, moi je ne serais pas trop sévère avec lui, ce serait quand même assez injuste au vu de sa saison globalement. Après avoir incriminé Jason Denayer, félicitons nous du bon retour de forme de Memphis, qui a marqué de nombreux buts ces derniers temps, et surtout hier il est auteur d'une belle passe décisive pour Martin Terrier, d'un beau mouvement. Valentin, Memphis a-t-il retrouvé son meilleur niveau? Alors non, il n'a pas retrouvé son meilleur niveau, mais en tout cas il réalise une bonne fin de saison, beaucoup mieux qu'au début, parce que c'était catastrophique, on ne le retrouvait pas. Et là, il commence à être à nouveau décisif, à marquer des buts, à faire des passes décisives. Alors, il manque encore un petit quelque chose pour retrouver son meilleur niveau, comme l'an dernier où il était très performant. Mais en tout cas, c'est très encourageant pour la suite. À défaut, un joueur a des répercussions négatives sur le bon rendement actuel de Memphis Depay, c'est Moussa Dembélé qui est destiné en ce moment à un rôle de doublure et de remplaçant. Mais il continue à être décisif. On l'a vu à Bordeaux récemment où il a marqué un but après être entré en jeu. Kim, Moussa Dembélé est-il uniquement destiné à un rôle de remplaçant en cette fin de saison? Avec Genesio, ça a l'air. Moi, j'ai été un peu étonné de ne pas le voir dans la compo d'avant-match. Pourquoi, justement du titulaire. Parce que c'est un des joueurs qui se donne à fond sur ces dernières journées, qui est décisif. Je pense qu'on peut pas l'utiliser en tant que joker. C'est important, je pense, de le faire jouer en tant que titulaire, et pour sa confiance et pour l'équipe, parce que c'est lui qui est, je pense, un des plus impliqués
sur cette fin de saison. Moi, quand j'ai vu par exemple Fekir hier jouer, j'ai pas retrouvé le Fekir qu'on avait, ne serait-ce qu'en fin de saison dernière ou la saison dernière tout simplement. Ça manquait cruellement de vitesse, pas forcément les bons choix tactiques. Alors c'est dommage de voir en fait si tu veux des joueurs comme ça, comme Fekir, qui ont des coups de mou et je pense au niveau qui ont surtout de la fatigue accumulée et de pas si tu veux voir Dembélé qui apporte beaucoup de choses positives à l'OL sur ces dernières journées et de le voir que sur le banc quoi. Alain, pour toi Moussa Dembélé est-il uniquement destiné à un rôle de remplaçant en cette fin de saison? Oui, fatalement, à partir du moment où Memphis est replacé dans l'acte, de toute façon, et à partir du moment, justement, comme je le disais, où on joue en 4-2-3-1, avec un seul attaquant, la question est réglée, quoi, pour lui. Sachant que Memphis est plutôt bon en ce moment, donc il n'y a pas non plus de raison de le sortir du 11. Non, le problème, c'est encore une fois un problème d'organisation. C'est un problème de riche aussi, d'une certaine façon. C'est un problème que se posent les grands clubs. Le vrai problème de riche, ça va être si on va pas en Ligue des Champions. Aussi. Parce que là, on aura les sous, mais on n'aura pas la Ligue des Champions, ça va poser des difficultés, à mon avis. Mais Dembélé, pourquoi pas, on aurait pu, dans l'absolu, l'essayer avec 2 attaquants, avec Memphis à côté, ça pourrait être intéressant. Mais sinon, Memphis... il se pose encore une fois la question de la gestion de Genesio, parce que Memphis, il l'a mis à gauche pendant une partie de la saison. Il l'a mis en 10 quand Fekir n'était pas là. Bon, là, c'était encore à peu près légitime, parce qu'il fallait un 10 encore qu'il aurait pu essayer Aouar aussi à ce poste-là. Et puis là, il s'est souvenu que la saison dernière, Memphis avait cartonné dans l'axe devant, hein, quoi qu'il avait joué aussi à droite. Il avait piqué la place de Mariano, d'ailleurs. Voilà, donc il l'a remis en pointe, quoi. Donc voilà, tout ça, ça sent un peu le balbutiement quand même. Mais voilà, Dembélé, après ça doit être frustrant pour lui, mais je pense que j'espère qu'il va rester déjà, et puis je pense que la saison prochaine avec une organisation peut-être un petit peu meilleure, ce serait intéressant de le voir aussi, quoi. On a, pour compléter tes propos, appris récemment que plusieurs écuries européennes suivaient le joueur. On parle du PSG, de Manchester United, de l'Atlético Madrid, mais l'Olympique Lyonnais ne serait pas vendeur à l'heure actuelle. Émile, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je voulais dire, tu disais que l'année dernière, Memphis en fin de saison, il avait piqué la place de Mariano. C'est pas vraiment vrai, puisqu'en fait, en fin de saison, Bruno Genesio avait utilisé le 4-4 de losange, et où Mariano et Memphis étaient tous les deux en pointe, et ça avait très bien marché. Et c'est un des problèmes qu'on trouve cette année avec le 4-2-3-1, c'est-à-dire que les deux milieux, Ndombele Aouar. Alors, si mes souvenirs sont bons, c'est plus Memphis qui jouait devant avec Traoré dans ce 4-4 de losange et Fekir en soutien. Il me semble, je me souviens bien que Mariano était remplaçant sur les dernières rencontres. Ça alternait souvent entre Traoré et Mariano aussi, mais il jouait quand même, il n'était pas totalement remplaçant. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait une meilleure. En fin de saison, on avait fait une super belle saison, puisqu'il y avait une meilleure cohérence au niveau du milieu. 9 victoires sur 10 notamment. C'est ça, bien sûr. Il y avait une meilleure cohérence. Là, on parlait du 4-2-3-1. Autant Ndombele Aouar pour être la première locomotive d'attaque, c'est parfait. Mais à la perte du ballon, c'est catastrophique, puisque tous les deux, ils n'ont pas des qualités défensives que peuvent avoir un Lucas Touzard, par exemple. Alors que dans ce 4-4 de losange, il y avait une sentinelle derrière eux qui leur permettait de plus se concentrer sur l'attaque et moins sur la défense. Et c'est un peu le problème qu'on a avec ce 4-2-3-1 qui pose problème. Alors que dans un 4-4 de losange, idéalement, Memphis et Moussa Dembélé pourront jouer ensemble. Allez, une bonne nouvelle vient s'ajouter à l'actualité de l'Olympique Lyonnais, c'est la prolongation de Raphaël qui est arrivé en fin de contrat cet été. Le Brésilien a prolongé son contrat jusqu'en 2021. Voilà, pour rappel, il est arrivé de Manchester United à l'été 2015. Il a disputé 117 matchs sous les couleurs lyonnaises, dont 25 de Champions League et d'Europa League. L'Olympique Lyonnais vient communiquer, a déclaré se réjouir de la fidélité du Brésilien au maillot lyonnais auquel il pourra continuer d'apporter toutes ses qualités, son expérience de haut niveau. Le joueur s'est déclaré être très content. Tout le monde savait que je voulais rester ici. C'est un club et une ville que j'aime beaucoup. Ma famille est bien installée. J'essayais de montrer sur le terrain cette envie de rester. On est arrivé à un accord de 2 ans. Je suis heureux. Alain, cette prolongation de Raphaël sonne-t-elle le départ de Kenny Tete à l'intersaison? Ouais, ça y ressemble. On voit mal Dubois partir déjà. Et Tete, il fait banquette comme hier. Donc effectivement, il y a des chances qu'il s'en aille.
Moi, je trouve ça un petit peu dommage parce que déjà, Ted a 5 ans de moins que Raphaël. Et puis, Raphaël. Donc, tu aurais laissé Raphaël partir, si je te comprends bien? Ouais. Bah, déjà, dans l'absolu, si tu veux, il y a eu le match de Lille. Alors, je sais pas si. Je suis pas absolument certain de ça, mais il me semble que Aulas avait dit qu'on connaîtrait l'entraîneur après le match de Lille. Le nouvel entraîneur. Donc, dans l'absolu, dans un monde parfait, où j'aurais peut-être attendu de demander l'avis du nouvel entraîneur, savoir ce qu'il en pensait, quoi. De Raphaël, déjà. Il me semble que Jean-Michel Aulas a dit qu'il commencerait à rencontrer des futurs entraîneurs à partir de Lille, après Lille. Il me semble, plutôt. Ouais. Nuance de taille. Il me semble que c'est ça, plutôt. Même si les rumeurs, pour en finir avec ce sujet, avec Laurent Blanc, sont de plus en plus importantes. Ouais, tout à fait. Mais voilà, Raphaël, moi, dans l'absolu, dans l'idéal, son contrat doit se finir en mois de fin juin, donc je pense qu'il reste encore un petit peu de temps pour voir avec le nouvel entraîneur si ça l'intéressait de le garder ou pas. Là, on repart sur 2 ans avec Raphaël. On connaît ses défauts et ses qualités. Moi, c'est très bien qu'il soit attaché à la ville, ok, pas de problème, c'est un plus. Après, sur le terrain, on connaît, encore une fois, offensivement, c'est très intéressant, défensivement, c'est un peu plus aléatoire. Mais on se pose aussi la question du recrutement de tête, finalement, qui n'aura que peu joué, je trouve, enfin, par période, disons. Et donc voilà, ça me fait pas sauter au plafond, quoi, cette prolongation. Très franchement, je la trouve un petit peu prématurée par rapport au prochain coach aussi, quoi. Même si Raphaël est vraiment un joueur qui s'identifie au club lyonnais. Oui, d'accord, mais bon, si Marcelo te dit qu'il s'identifie au club lyonnais, est-ce que tu vas le garder pour autant, quoi? Tu vois, c'est pas l'armée du salut non plus, quoi. Enfin, c'est très bien, hein, d'avoir c'est très bien d'avoir des attaches avec la ville, avec le club, au contraire. Hein. Il y a assez de mecs qui pensent qu'à se barrer dans tous les clubs du monde ou de l'Europe pour se réjouir qu'un mec soit attaché à la ville, quoi. Ça, c'est un plus. C'est ce que je disais. Après, voilà, si de toute façon, bon, l'avantage avec Raphaël aussi, je pense, c'est peut-être, je sais pas si c'est dans sa tête ou pas, dans un coin de sa tête, mais aujourd'hui, c'est Dubois le titulaire, quoi. Donc, il y a peut-être ça aussi qui entre en ligne de compte. Si lui, il est prêt à faire une saison en numéro 2, bon, bah, très bien, quoi. Allez, enchaînons tout de suite avec le deuxième thème de l'émission. Nous sommes à J-32 avant le début de la Coupe du Monde féminine. Celle-ci débutera en France. 1 an après la bande à Deschamps, les protégés de Corinne Diacre espèrent bien réitérer l'exploit en remportant cette compétition prestigieuse. La sélectionneur a dévoilé jeudi dernier au JT de 20h de Gilles Boulot sur TF1 sa liste des 23 joueuses qui disputeront la prochaine Coupe du Monde le mois prochain, du 7 juin au 7 juillet. Pour rappel, le match d'ouverture aura lieu au Parc des Princes pour l'équipe de France face à la Corée du Sud. 7 Lyonnaises ont été sélectionnées dans cette liste. Alors, dans celle-ci, on voit quelques oubliés, comme Marie-Antoinette Katoto, la meilleure buteuse du championnat français, ou encore Keira Amraoui, l'ancienne lyonnaise qui joue aujourd'hui au Barça. Donc, les 23 Françaises sélectionnées pour la Coupe du Monde sont Bouhaddi, la lyonnaise, Durand, Perromanien, Debever, Karchaoui, Majri, Mbok, Périssé, Renard, Torrent, Toucanra, Bilbo, Bussalia, Clémaron, Gueyoro, Henri, Tiné, Assei, Cascarino, Gianni, Gauvin, Laurent, Le Sommer, 23 joueuses donc qui auront le devoir de représenter le pays. Émile, cette liste te paraît-elle logique ? Elle me paraît plutôt logique, oui. Puis on se rend compte que finalement Corinne Diacre a un peu la même logique de groupe qu'avait Didier Deschamps pendant la Coupe du Monde. Je pense que finalement ça a joué sur son choix de voir le succès de la logique de groupe des masculins. Parce qu'elle a préféré ne pas mettre Marie-Antoinette Katoto, qui aurait mérité, mais... sportivement, qui aurait mérité sans doute. Meilleure buteuse du championnat, on le rappelle, cette saison. Non, mais c'est une certitude, elle n'aurait pas volé, comme on peut dire par exemple que Benzema ou Lacazette auraient mérité d'aller au mondial. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle méritait, mais c'est pas un scandale de ne pas l'avoir. Comme Keira Amraoui aurait peut-être mérité à la place de Maëva Clémaron. Mais globalement, je trouve cette liste plutôt cohérente. D'accord. Alain, pour toi, cette liste te paraît-elle également logique, ou regrettes-tu les absences de Katoto ou encore d'Amraoui? Amraoui peut-être, mais Katoto, je crois qu'elle a 20 ans, donc c'est vrai que ça laisse quand même un peu de marge. Elle est souvent comparée à Mbappé d'ailleurs. Ouais. Par les journalistes et spécialistes. Pas raison d'être pas raison, comme on dit.
Mais après, oui, c'est vrai que son cas de figure fait un peu penser plus à celui de Lacazette que Benzema, là, parce que Benzema, on sait aussi les raisons qui l'ont exclu qui l'ont exclu, oui, on peut dire ça comme ça, de l'équipe de France, qui sont un peu extra-sportives aussi. Donc voilà, moi après ce groupe, très franchement, ce que j'en vois là, il me convient, quoi. Après, c'est une Coupe du Monde à domicile, donc on sait que la pression, elle est énorme, et elle est d'autant plus grande que tu es attendu et que... C'est l'année ou jamais pour toi, ou pour cette génération de joueuses-là? On parle des Sommer, des Henry, qui sont présentes depuis de nombreuses années au sein du groupe France. Pour toi, est-ce que c'est l'année ou jamais pour les Bleus? Bah oui, c'est ça. Et ben, le problème, c'est qu'il va falloir gérer cette pression, non seulement d'être à domicile, mais en plus peut-être inconsciemment de savoir que les mecs sont champions du monde. C'est ça. Et que aussi l'équipe de France féminine, régulièrement, elle échoue sur les dernières marches, quoi. Quand même un petit moment maintenant, ça fait des années qu'on voit cette équipe à chaque fois échouer en quart ou en demi. Je me souviens plus des compétitions exactement, mais il me semble que c'était en quart la dernière fois. En quart, ouais. Donc que ce soit contre l'Allemagne, les États-Unis ou le Japon, je crois, une fois, ou le Canada. Je me souviens d'un match. Donc voilà, donc elles vont être attendues. Il va falloir aussi gérer cette pression-là, quoi. C'est peut-être un argument, je sais pas, qui a conduit Diacre à pas prendre une trop jeune joueuse comme Katoto, je sais pas. Après, offensivement, je pense qu'on est armé, donc j'espère qu'elles iront loin, et je crois que la finale est à Lyon en plus, donc ce serait sympa de les voir là-bas. Les deux demi-finales et la finale seront évidemment au Groupama Stadium. Kim, pour toi, la présence de 7 Lyonnaises dans cette liste démontre-t-elle que celles-ci ont un rôle crucial dans le groupe France? On le sait, elles ont été championnes de France cette année une nouvelle fois. Une 13e fois d'affilée. Ça fait beaucoup. C'est énorme, oui. Non, mais c'est des très bonnes joueuses, et je pense que forcément elles impactent le groupe France avec leur niveau de jeu aussi. Quand on voit le Sommer, Henry, Renard, Boisdy, voilà, c'est les cadres, et elles sont là. Elles sont déterminées pour gagner cette Coupe du Monde au mois de juin, mais c'est pas étonnant qu'on voit autant de Lyonnaises. Puis après, on le voit sur les autres joueuses, elles viennent un petit peu de partout. Il y a aussi beaucoup de joueuses qui viennent du PSG, mais majoritairement, ce sont des Lyonnaises, et c'est totalement logique au vu de leur saison. Alors justement, Kim, tu l'as dit juste précédemment, les Lyonnaises ont été sacrées pour la 13e fois d'affilée championnes de France, mais elles vont encore jouer la Coupe de France et la Champions League d'ici la fin de saison. Valentin, l'OL féminin peut-il être impacté par l'événement que représente la Coupe du Monde en cette fin de saison d'un point de vue mental? Est-ce que les joueuses vont être obnubilées par cette échéance qui arrive très bientôt, et également sur le plan physique? Est-ce que celles-ci vont un peu jouer avec le frein à main par peur de ne pas se blesser, de rater l'événement de leur carrière, Valentin? C'est une possibilité, mais après, elles sont professionnelles, elles savent très bien qu'il y a une nouvelle Ligue des Champions à aller chercher, une Coupe de France à aller chercher, donc elles doivent quand même garder ça en tête avant la Coupe du Monde. Après, c'est vrai que si elles se blessent avant la compétition, ça risque d'être problématique. Donc je pense qu'elles vont vouloir éviter ça, un pépin physique juste avant. Mais normalement, si elles se concentrent bien, elles vont vouloir jouer les coupes avec l'OL avant tout. D'ailleurs, je vous le rappelle, l'Olympique Lyonnais affrontera le FC Barcelone en finale de Champions League, une affiche réellement alléchante. Émile, ton avis sur ce débat? Je pense pas que ça joue énormément, surtout quand on voit le niveau de jeu. Je pense par exemple en Champions League. Même si la qualification n'a pas été obtenue avec beaucoup d'écart contre Chelsea. Ouais, ça a été compliqué face à Chelsea, je te l'accorde, pour avoir vu le match. Ça ne reflète pas forcément le jeu, parce que franchement, je pense à l'aller, il y a eu 15 tirs à 4. Il y a vraiment une globale domination, il y a surtout un sentiment de puissance. C'est une vraie machine qui marche très bien depuis plus de 13 ans déjà. Et on l'a vu face à Wolfsburg, notamment. Bien sûr, un peu plus tôt. C'est une vraie machine de guerre, et je ne me fais pas de soucis pour cette équipe, même si c'est vrai qu'on peut y avoir cette frayeur pour la Coupe du Monde. C'est quand même la finale de Champions sera le 18 mai. Ça laisse quand même encore beaucoup de temps. Donc, je pense qu'elles ont assez de recul
pour pouvoir se donner suffisamment à fond pour ces dernières échéances. Une machine de guerre, en tout cas, c'est joliment dit, Émile, pour illustrer l'équipe lyonnaise de la section féminine. Allez, on va terminer cette émission avec le dernier thème qui concerne les trophées UNFP. En début de semaine dernière, l'UNFP, donc les syndicats des joueurs professionnels de football, a révélé les nommés pour ces nombreux trophées. De nombreux Lyonnais figurent dans cette sélection, comme Bruno Genesio qui fait partie des 5 meilleurs entraîneurs du championnat, ou encore Anto Lopez qui a été logiquement récompensé de sa très bonne saison en étant dans les 5 meilleurs gardiens. Oussem Aouar est également nommé parmi les meilleurs jeunes joueurs. Kim, ton avis sur la présence de Bruno Genesio? Pour toi, est-ce qu'il fait partie des 5 meilleurs entraîneurs du championnat, alors que d'autres comme Jean-Louis Gasset ou encore le Rennais Julien Stéphan ont été oubliés dans cette liste? Je sais pas ce qu'il fait. Je sais pas ce qu'il fait dans. Alors avant de donner ton avis, on rappelle que ce sont les joueurs qui votent. Ouais, non. Les entraîneurs qui ont voté pour les... Pour les joueurs et les entraîneurs, évidemment, qui ont voté pour les entraîneurs. Ça va de soi. À toi, Kim. Je comprends pas. Je comprends pas ce qu'il fait là, honnêtement. Quand on voit quand même Stéphan, Gasset, je pense que au vu de leur équipe, des joueurs qu'ils ont eu tout au long de la saison, je pense qu'ils avaient plus leur place que Genesio, parce que franchement l'effectif qu'on avait, on pouvait faire plus de choses et mieux, donc je comprends pas ce qu'il fait là. Je demande aussi l'avis de mes collègues, mais là je comprends pas. Valentin, ton avis là-dessus? Je sais pas quoi vraiment rajouter, parce qu'il a aucune raison d'être ici. Quand on voit les matchs de l'OL, tactiquement c'est pas ouf. Et il y a de bien meilleurs entraîneurs qui mériteraient d'être à sa place, comme Jean-Louis Gasset. Vraiment, je comprends pas pourquoi, je comprends pas sur quels critères ils sont basés pour dire que Genesio méritait d'être dans cette liste, mais je ne comprends vraiment pas. Bon, en tout cas, là, on peut dire qu'Anthony Lopez fait l'unanimité en tant que meilleur gardien cette saison. Oui, tout à fait. Il a été très bon toute la saison, encore cette saison, comme la saison dernière. Je pense que l'avantage cette année, c'est qu'il n'y a pas Mandanda dans les joueurs nommés, donc on n'aura pas droit à la plaisanterie de la saison dernière, parce que j'étais quand même... Voilà, là, cette année, ça aurait vraiment été culotté si Mandanda... Ouais, c'était déjà, ils se sont dit, on l'a fait une saison, on va peut-être pas le faire 2 ans de suite, quoi. La blague ne marche pas 2 ans d'affilée pour toi? Comment? La blague ne marche pas 2 ans d'affilée pour toi? Une blague, ça marche toujours mieux du premier coup. Si tu la refais après, ça sent un peu le réchauffer, quoi, tu vois. Donc là, ils ont rangé une casserole et ils se sont dit, allez, on va mettre Lopez. Et puis les autres sont bien aussi, cela dit. Maignan fait une très belle saison, oui. Voilà, Maignan avec Mendy aussi, donc, très bon. je crois, je sais pas s'il y a... Ah oui, il y a Mendy. Et puis Benjamin Lecomte. Areola, c'est pareil. Oui, Areola, c'est... Walter Benitez, qui possède le meilleur ratio en termes de clean sheet, n'a pas été sélectionné. Et c'est vrai que je trouve ça assez absurde. Franchement, c'est comme Genesio. Enfin, il y a des trucs, il y a des nominations, tu te demandes quand même un peu d'où ça sort quand même, quoi. Ça sent un peu un mélange de corporatisme, de copinage, d'espèce d'obligation d'avoir là peut-être un Parisien dans le tas, je sais pas, j'interprète le truc, à ma sauce. C'est ça. Mais c'est vrai que sur les joueurs nommés, moi, Lopez, je pense qu'il mérite largement, non seulement pour cette saison, et on juge cette saison en l'occurrence, mais aussi un petit peu par ricochet par rapport à la saison dernière, où je pense qu'il le méritait déjà, quoi. Bon, Émile, pour finir cette partie UNFP, est-ce qu'il y a pour toi un ou des Lyonnais qui ont été oubliés dans ces nominations? Je pense pas, non. Je pense même qu'il y en a trop, donc notamment avec Genesio. Mais non, je pense qu'il n'y en a pas d'oubliés. Je pense par exemple à Martin Terrier ou Cédric Dembélé qui auraient pu y être, mais ils sont plus âgés que la catégorie espoir, donc pour eux c'était un peu compliqué. Léo Dubois pour toi? Léo Dubois non plus, c'est pareil. Il fait une bonne saison, mais finalement il fait une bonne seconde partie de saison. Donc c'est comme beaucoup de joueurs cette année qui ont fait finalement une saison en demi-teinte, comme l'OL de manière générale cette saison sur courant alternatif. Donc en plus de cela, je donnerais peut-être pour une place dans le 11, peut-être Ferland Mendy ou Tanguy Ndombele, mais c'est les seuls qui mériteraient peut-être une place dans le 11. Allez, c'est la fin du Social Gone Show. Merci Alain, rédacteur à Social Gone, d'avoir été avec nous ce soir.
Merci à toi, merci à tous. Merci aussi à Kim, monteuse vidéo à Social Gone, d'avoir été avec nous. Merci à toi et bonne écoute à tous. Merci Émile, étudiant en journalisme et supporter lyonnais, d'avoir pu débattre avec nous. Merci à vous, c'était un plaisir. Et enfin, je remercie grandement Valentin, qui est un membre permanent des Bad Gone, d'avoir été avec nous. Merci Hugo. C'est désormais la fin du Social Gone Show. Merci à tous d'avoir écouté et d'avoir participé à cette 14e émission. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo si elle vous a plu. Pour les personnes qui voudraient participer à nos débats, envoyez-nous un message sur notre page Facebook ou notre compte Twitter. L'actualité de l'Olympique lyonnais est à retrouver sur le site de Social Gone. Ciao!